Bon, on peut recommencer à travailler sur l'exercice. Donc, sur la partie justement 3, donc là, on voit que on essaye de mettre en évidence l'ondulation du courant en fonctionnement établi. La constante de temps tau A, alors on a déterminé cette constante de temps précédemment puisque on peut dire que quand on écrit l'équation différentielle, tau A égale LA sur RA. Donc on va dire qu'en fait cette constante de temps, c'est un temps, hein, LA sur RA, est très grand devant la période de hachage du signal, c'est-à-dire le rythme auquel on commande ou on ne commande plus le transistor. Donc ça se traduit ça par une période TH. On considère que le courant finalement dans ce cas-là va varier entre une valeur minimum et maximum autour d'une valeur moyenne. Donc on va parler d'une ondulation qui sera nommée delta I et qui sera en fait la valeur max moins la valeur min. Donc dans un premier temps, on peut faire l'hypothèse que Q1 et Q2 sont parfaits. Alors ça veut dire que quand ils sont passants, leur résistance entre le point D et le point S, le drain et la source du transistor MOSFET, est nulle. Et on va aussi considérer que la diode est parfaite, c'est-à-dire que la tension de seuil à ces bornes est elle aussi nulle. Alors, petit point de départ, il va falloir représenter les schémas équivalents du montage et puis tracer l'évolution pour un rapport cyclique qui est égal à 1,5. On va essayer de faire ça. Et ensuite, on donnera les équations différentielles valables sur ces deux parties-là. Alors, ici déjà, on peut commencer par représenter rapidement comment va fonctionner le circuit. Alors, premier cas de figure, vous avez la tension UCH qui est égale à 5 volts. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que on aura justement les transistors donc, qui seront fermés. La diode, elle, restera ouverte. Pourquoi parce que ici, en fait, pour cette diode, vous avez la cathode qui est là. Donc ça, c'est la cathode et ça, c'est l'anode. Et donc, en fait, on voit bien que quand les transistors se ferment, eh bien, le potentiel à l'anode, la masse, est inférieur au potentiel à la cathode. Et donc, ça garantit que la diode est bloquée. Donc ici, on reprend le modèle de l'induit du moteur et on obtient le schéma équivalent avec Q1 et Q2 qui sont passants et D qui est bloqué. Ici je vois bien que le courant va être nul. Par contre il y aura charge dans le circuit RL et puis ce circuit RL sera soumis à une tension qui sera égale à UB-E en fait. Voilà. Ensuite, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci pour justement la tension UCH qui est égale à 0. Donc ça veut dire que Q1 et Q2 sont à présent fermés, ouverts, pardon, ils sont bloqués. Donc ici, on aura UB, voilà, Q1 et Q2 ouverts. Et là, spontanément, c'est la diode de roue libre qui va prendre le relais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bobine, lorsqu'on souhaite interrompre le courant dans une bobine, eh bien, elle va justement essayer de faire en sorte que ce courant se maintienne. On a déjà parlé de ça, on a dit qu'une bobine pouvait être considérée comme un générateur de courant constant. Donc ça veut dire qu'il faut que cette bobine trouve un moyen de maintenir le courant à la valeur, à une valeur constante. Et donc c'est la diode qui va permettre ça. Et c'est pour ça qu'on appelle cette diode de roue libre, c'est qu'elle va autoriser le transfert d'énergie où la bobine a justement restitué l'énergie qu'elle a emmagasinée dans la première phase ici, durant cette deuxième phase où les transistors sont bloqués. Alors au niveau des chronogrammes,
ça se traduit tout simplement par la forme suivante. Donc vous avez votre tension UCH. Donc cette tension UCH, alors on a dit que alpha c'était 1,5, donc on va le représenter sur cette forme-là. Donc on aura pendant la moitié du temps TH, eh bien vous aurez les transistors qui seront commandés par cette tension UCH. Au niveau des courants, enfin du courant dans le circuit, dans l'induit du moteur, eh bien ici, alors ce courant va évoluer entre un min et un max. Donc de cette manière-là, ici, de manière linéaire, hein, on peut considérer que c'est un signal triangle en fait. Alors, ça va être plus facile et puis on ne fait pas une grosse erreur en fait, même au niveau des calculs après, puisque cette évolution, c'est le début de la forme exponentielle et le début de la courbe d'une exponentielle, enfin, ou de la forme que vous trouvez quand vous résolvez l'équation différentielle du premier ordre, eh bien c'est une droite, c'est un petit segment de droite si on prend un temps court. Voilà pour ce courant. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste à représenter? Eh bien la tension qu'on aura aux bornes du moteur, donc de l'induit du moteur. Hop. Donc là, le temps, ok. Alors cette tension, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les transistors sont passants, on aura UB. Et lorsque les transistors seront bloqués, on aura 0. Tout simplement. Voilà la tension qu'on va appliquer au moteur. Il nous reste à déterminer la tension borne des diodes, enfin de la diode, pardon. Alors cette tension, en fait, elle est ici. Hein. Donc quand la diode est passante, cette tension, on peut la représenter de cette manière. Donc on voit que c'est l'inverse de la tension U. Hein. En fait, U de T égale moins VD de T. Ce qui veut dire tout simplement qu'on peut la représenter de cette manière-là. Voilà. Pardon, bah c'est dans le négatif, excusez-moi. Donc ici, vous aurez cette tension moins UB. Et puis, bah, quand la diode est passante, vous avez 0. Je ne suis pas très à l'aise pour dessiner. Voilà. Donc là, hein, diode bloquée, D passante. Voilà comme ça. Et puis ici Q1, Q2, passant. Et ici Q1, Q2, bloqué.